La question du transhumanisme, je crois, t'intéresse ou te préoccupe? Il y a actuellement une idéologie très offensive qui vient de la Silicon Valley et qui s'introduit en France depuis octobre dernier sous l'égide du Crédit Agricole et d'une des plus grandes écoles de télécom de Paris, école d'ingénieurs, qui est l'idéologie du transhumanisme, que je vais résumer, et qui est pour moi une espèce de folie mégalomaniaque à combattre, qui va dans le sens de ce qu'il y a de pire dans le délire que les ingénieurs actuels du numérique peuvent imaginer. Elle est due à un ingénieur en chef de Google qui s'appelle Ray Kurzweil, qui passe pour un génie, fils de femme peintre et de père musicien, un homme qui a l'air sensible et tout. Donc tout le monde le trouve très génial parce qu'il a fait des découvertes ou des inventions majeures dans le domaine dit de l'intelligence artificielle, et curieusement, par une espèce d'instinct, quand j'entends parler d'intelligence artificielle, je pense toujours qu'il y a beaucoup de bêtises derrière. Et donc il a inventé par exemple les logiciels de reconnaissance des caractères qui permettent, ou de reconnaissance vocale, qui me sont très utiles justement à moi, donc merci M. Kurzweil. Mais en revanche, c'est l'exemple caricatural d'un ingénieur qui macère dans son milieu de la Silicon Valley et qui devient complètement mégalomaniaque, littéralement ivre des possibilités qu'offrent les machines qui sont en train de mettre au point. Et donc, pour dire jusqu'où va son délire, qui n'aurait fait que sourire un enfant de 7 ans si on était au 19e siècle, après quoi on l'aurait peut-être même interné, il a fait une conférence il y a quelques années, je crois en 2014, à Vancouver, où il expliquait sans rire au gratin de la presse spécialisée de la planète que vers 2030-2040, alors ces gens-là qui sont des futurologues, vous donnent toujours des avalanches de chiffres pour des choses invérifiables qui ne se vérifient d'ailleurs jamais. C'est comme les voyantes. Et donc il annonce que vers 2030-2040, on aura les moyens de télécharger le contenu de son cerveau sur une machine, grâce entre autres à les nanostructures, ou je ne sais pas quoi, et donc par ces moyens d'intelligence artificielle dont il prédit que dans peu de temps, les machines seront plus intelligentes que les hommes. Alors déjà, ça me fait sourire en tant que philosophe, parce que c'est avoir une idée bien pauvre de ce qu'est l'intelligence, puisque l'intelligence est toujours faite à la fois de capacités intellectuelles plus ou moins développées, mais aussi de ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Et c'est celle qui manque terriblement à ces ingénieurs qui n'ont aucune notion même de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Alors ils se rattrapent en inventant qu'un jour ils pourront réinjecter de l'émotion dans les machines, ce qui est totalement enfantin. Et alors ça m'a amené à réfléchir sur la façon dont fonctionnent ces futurologues et pourquoi ils se trompent tout le temps. C'est extrêmement simple à analyser. Un futurologue, c'est quelqu'un qui est très versé dans une technique de pointe. Alors c'est typique que ce soit, je l'ai déjà dit ailleurs, des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui ont une culture moyenne mais pas de vision d'ensemble et surtout pas de vision de culture générale ou de vision artistique ou philosophique fine des choses. Alors ils prennent un problème multifactoriel et complexe, la réalité étant toujours complexe, ils isolent 2 ou 3 facteurs, ils font quelques mesures sur ces facteurs, ensuite ils extrapolent et ils vous disent que étant donné qu'on a étudié ça aujourd'hui sur ces 2 ou 3 facteurs, forcément dans X années on fait le calcul que ce sera comme ça. Donc on fait une extrapolation qu'on habille de chiffres et de statistiques, d'ailleurs invérifiables, mais sauf que dans cette situation complexe où ils ont isolé quelques facteurs, ils en oublient quelques-uns essentiels. Et alors je vais leur rappeler le principal. Ils oublient tout simplement le facteur humain. Parce qu'il n'y a qu'à voir ce qui vient de se passer avec le Brexit. On croyait que tous les hommes de la planète contrôlaient, avaient planifié les choses. Comme des imbéciles, ils n'ont pas vu que 52% des Anglais ne voulaient pas d'eux. Donc c'est dire à quel point ils sont éloignés de la perception fine des choses, de l'intuition des choses. Ce que Spinoza, que tu m'as fait découvrir, appelait la connaissance du 3e type, c'est-à-dire une intuition fine, globale, d'une situation complexe. Et donc, c'est ce que Pascal, lui, appelait l'esprit de finesse, et non pas l'esprit de géométrie. Donc les Ray Kurzweil ou autres, qui sont si arrogants, si narcissiques, et si mégalomaniaques surtout, sont des gens extraordinairement dépourvus d'esprit de finesse, qui extrapolent à partir de critères géométriques poussés jusqu'à l'absurde. Et donc ces gens-là sont dangereux, et ce qu'il faut ajouter, c'est qu'ils ont un plan sur la planète, qui est un plan complètement délirant et élitiste. Leur symbole c'est H+, l'humanité augmentée, leur idéal étant de vaincre la mort, ce qui encore fait sourire, moi qui reviens de la ville de Gisors, où j'ai vu un chef-d'œuvre de la sculpture du XVe siècle représentant un transi, c'est-à-dire un cadavre, pour rappeler à l'homme qu'il est mortel. Ça me fait bien rigoler, le Kurzweil. Il ferait mieux de refaire ses classes et de retourner dans les églises du XIIe ou du XIIIe siècle. Parce que
penser qu'on va vaincre la mort est tellement enfantin, tellement prétentieux, tellement une façon de cracher contre le ciel, que ça lui retombera dessus et très mal. Donc il pense qu'on va vivre 500 ans, 1000 ans, évidemment à son profit, et qu'il va y avoir donc bientôt deux humanités. Celle qui vivra éternellement parce qu'elle sera assistée par des robots, etc. Et puis les pauvres gens du sous-numérique, qui seront la sous-humanité, qui n'aura pas les moyens de se faire entretenir à vie ou cryogéniser, etc. Donc c'est un délire qui revient très souvent en Californie. À une époque, c'était la cryogénie, les caissons, ça n'a évidemment jamais marché. Et lui pense qu'il faut le cryogéniser pour qu'il puisse être ressuscité au moment où ses prédictions vont se réaliser. Donc ce sont des gens en fait extrêmement naïfs, qui mériteraient, bon, je le dis méchamment, au 19e, ils mériteraient d'être internés, au 19e siècle. Mais c'est qu'on les prenne au sérieux et confondant. Et tout ça, c'est parce que la plupart des journalistes et des générations comme la nôtre, etc., sont tellement ignorants, en effet, des arcanes du numérique, et tellement pas capables de programmer eux-mêmes, qu'en effet, on peut leur raconter n'importe quoi. Donc ces gens sont très dangereux, et ils viennent de s'implanter à Paris, en octobre dernier, avec le Crédit Agricole, donc les fonds du Crédit Agricole, une très grande école de télécommunications et sans doute de business, et donc ils ont l'intention de développer ce qu'ils appellent l'université de la singularité, c'est-à-dire la singularité, c'est ce moment qu'ils chiffrent vers 2030-2040, où le monde va basculer dans le tout numérique, et où il y aura deux humanités, les pré-numériques analphabètes, et puis les gens enfin qui font partie de cette élite extraordinaire, immortelle. Autrement dit, le transu contre le transi. Voilà, le transi contre le transi, et donc, là, du coup tu m'as coupé avec tes effets de jeu de mots, Alain. Et donc, ces gens ont l'ambition parallèlement de conquérir le marché du numérique de l'éducation en Europe de l'Ouest et en Afrique. Autrement dit, il y a un plan industriel derrière qui implique des investissements énormes. Donc, ça n'est pas du tout désintéressé. Donc, c'est une philosophie élitiste, cinglée, reposant sur la mégalomanie pure et sur des illusions naïves de science-fiction. Et alors, je dis toujours à propos des voyantes que on se garde bien de confronter les voyantes en fin d'année à leur prédiction du 1er janvier. On le fait passer à la télévision le 1er janvier pour annoncer ce qui va se passer dans l'année, mais au 31 décembre, on ne leur fait pas revisionner la séquence. Or, évidemment, ces futurologues bidons ne seront pas là pour savoir ce qui va se passer entre-temps, mais surtout, une chose que j'enseignais à mes élèves à Nanterre, quand on a travaillé sur un ordinateur, je leur disais, voyez, il y a des ingénieurs très intelligents comme ce type-là, qui ont inventé des machines qui nous permettent, en pressant sur un bouton, d'entendre notre meilleur morceau de musique ou de voir notre film préféré. Ces gens-là, on devrait les bénir parce qu'ils sont effectivement très intelligents, mais dans le même temps que vous êtes assis à vous servir de ces machines, il y a un fou qui peut venir mettre une bombe en dessous. C'est exactement ce qui s'est passé avec Daesh. Donc le facteur humain est toujours là, prêt à exploser, et il l'oublie. C'est pour ça que ce sont des gens extrêmement naïfs, parce qu'ils pensent qu'ils vivent dans un monde de sécurité, ce qui n'est absolument pas vrai, et ils pensent qu'ils sont solution à tout. Donc c'est confondant, à mon avis, de naïveté. Et ce sont des gens dangereux, parce que leur plan est vraiment un plan hégémonique, et qui est fondé essentiellement sur la division des hommes en deux classes, c'est-à-dire c'est du mauvais Huxley. Et à cet égard, je pense souvent avec admiration à Alan Turing, l'inventeur de l'ordinateur et qui a donné son symbole à Apple, et qui est mort des persécutions qu'on lui a fait subir en tant qu'homosexuel dans l'après-guerre. Alan Turing a réussi à casser le code Enigma des Allemands, et grâce auquel on a peut-être même gagné la Deuxième Guerre mondiale, et c'était vraiment d'un autre niveau. Alan Turing était un vrai scientifique, pas du tout un cinglé, et par ailleurs il travaillait pour le bien de l'humanité, pour empêcher une guerre horrible. Ça n'avait rien à voir avec un délire narcissique d'ingénieur qui est ivre d'un outil qui brusquement se met à lui exploser entre les doigts. Là, on n'est pas loin de Frankenstein.